Bonjour à tous mes humains préférés et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Mon nom est Hélène et je suis accompagnée de ma deuxième personne préférée après vous. J'ai nommé mon co-animateur William. Comment tu vas? Ça va, ça va. Écoute, moi, t'es ma personne préférée, puis après ça, c'est nos auditeurs, mais en tout cas, c'est correct, hein, on s'obstinera pas là-dessus. Ben là, non. En tout cas, je sais c'est qui leur co-animateur préféré entre toi et moi, étant donné que je les aime plus que tu les aimes. Fait que... Ben, c'est ça. Faut bien qu'il y en ait un qui les aime plus, puis que comme ça, l'amour est partagé, c'est dans un cercle. En tout cas, quoi On qu'on s'en parle va où avec aujourd'hui, ça? on va y aller là-dedans, ça va être plus simple. Ouais, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler de pourquoi est-ce qu'il y a des gens droitiers puis du monde gaucher et d'autres Effectivement. questions connexes, mais c'est vraiment un épisode sur le corps humain aujourd'hui, si je me trompe pas. Oui, tout à fait, parce que moi, je vais parler des réflexes notamment, puis de réactions un peu étranges du corps. J'ai creusé là-dedans, là, donc je veux pas en dire trop avant de lancer le générique. Les 1001 secrets du corps aujourd'hui, C'est ça. dans 3, 2, 1. Hélène, Oui, c'est moi. c'est toi? Ben, parfait. Des fois, on n'a pas besoin d'aller chercher loin pour trouver des mystères de la vie. Des fois, ça peut simplement être de se poser la question pourquoi est-ce que certaines personnes sont droitières et d'autres gauchères? Hein? Ben, d'après moi, c'est que les gauchers sont des descendants de Satan, là, mais bon. Hey, si tu savais à quel point tu es proche dans cette C'est réponse-là, mais on va Mais je veux beaucoup trop vite. Je veux juste dire que les ambidextres, si c'est pas des descendants de Satan, genre moi, quelqu'un qui est capable d'écrire Mais voyons, normalement... là, arrête, là, t'as dit à tout le monde que t'es aimé, là, t'es en train de toutes les insulter. Arrête ça tout de suite. Ben là, toutes les insultés sont peut-être 4 sur la planète. Là, fait que, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes droitières ou gauchères? On va y aller là-dedans, puis Ouais. simple, puis stop. D'accord. Laissez-moi poser ma question. Mais, voilà, question toute simple, et ben, que je vais répondre aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi bon de chaque bord, justement? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas ambidextre, tous les humains Ouais. de la Terre? Et est-ce que c'est vraiment juste au niveau de la motricité qu'on est meilleur d'un bord que de l'autre? Ou est-ce qu'il y a Clairement d'autres pas. parties de notre corps? Eh bien, aujourd'hui, c'est là-dessus que j'ai eu envie de m'attarder. En fait, ça, puis pourquoi est-ce qu'on a toujours une narine plus bouchée que l'autre quand on est enrhumé? Et ce, tout en passant par une petite partie d'étymologie parce que c'est plus fort que moi. Mais en tout cas, gros épisode aujourd'hui pour moi. Et ça, c'est sans compter ta partie, hein? Bien Oui, entendu, Hélène. qui va être un gros épisode aussi. On va répondre à beaucoup de petites questions là, que vous avez là, dans ma partie aussi. Plein de petites obsessions. Ouais. Ha, ha. Donc, pour résoudre le mystère du droitier-gaucher, il faut commencer par la base. Parlons de symétrie. On va creuser l'abcès tout de suite. C'est pas clair tout à fait encore pour les scientifiques pourquoi est-ce qu'il y a la symétrie chez les animaux. Mhm. Parce qu'on s'entend, la majorité des animaux sont symétriques, à part quelques petites exceptions, genre un cerf qui va avoir une corne avec un bout de plus qu'un autre, là. Ouais. Mais majoritairement symétrique. Par contre, il y a des explications sur pourquoi ce phénomène-là persiste. Selon Emily Standet de l'Université d'Ottawa, on peut tout d'abord remercier la physique. Si on considère que la vie sur Terre a d'abord débuté dans l'eau, il est logique de s'imaginer qu'un poisson symétrique survive davantage qu'un poisson asymétrique au niveau de l'évolution. Être symétrique leur permettrait de se propulser vers l'avant dans une ligne droite, donc plus facilement. Donc, un animal qui peut bouger plus vite du point A au point B a plus de chances de survie qu'un qui est pogné à tourner en rond parce qu'il y a une nageoire inégale comme Nemo. Là, t'sais. Ouais. La question de la symétrie peut aussi être regardée au niveau cellulaire parce qu'elle est fondamentale au niveau de la division des cellules. Un organisme qui commence comme une seule cellule Ouais. va organiser son matériel génétique de façon symétrique à l'intérieur de la cellule OK. pour s'assurer que quand elle va se diviser en deux cellules, ben, la deuxième cellule est tout ce qu'il faut comme copie de son matériel génétique pour ensuite faire exactement la même chose. Ouais. Là, c'est à moi que j'ai ma... C'est comme une maman qui donne égal à tous ses enfants. Là. Il n'y en a pas un préféré. Ben, en fait, c'est pour s'assurer qu'elle puisse être copiée exactement. Oui, puis oui. Ben, c'est être du bien clonage, fait. là. Oui, ben c'est ça. J'espère qu'on l'a bien expliqué quand même. Sinon, je ferai un erratum dans un futur épisode. Il faut se rappeler que tout ça est basé sur des recherches Internet et mon expertise en biologie développée au secondaire 5. Là. Tout ça pour dire que les corps animaliers sont relativement divisés en deux de façon plus ou moins égale. 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles et 2 hémisphères de cerveau. Oui, tout à fait. Bon, il y a d'autres parties, mais je mets l'emphase là-dessus parce que, guess what, les hémisphères sont le secret de notre épisode d'aujourd'hui, en tout cas du moins de ma partie. Là.
Attention ici, par contre, j'ai mentionné qu'on avait 2 hémisphères symétriques, Mhm. mais j'ai pas dit qu'ils étaient identiques. Encore une OK. fois, là, c'est pas juste comme là, un petit peu différent à l'œil, mais chaque hémisphère comporte des aires visuelles, motrices, etc. Donc, ils peuvent faire sensiblement les mêmes choses. OK. Ils n'ont cependant pas nécessairement les mêmes fonctions dans leur Ouais, day-to-day. ouais. Tout d'abord, un élément distinctif et intéressant par rapport à ceux-ci, c'est qu'ils contrôlent les fonctions motrices de chaque côté du corps de façon inversée. OK. Donc, Moi, tu vois, par contre, je pensais que, mettons, je dis n'importe quoi, là, la motricité était dans l'hémisphère gauche, puis la créativité ou mais ça, c'est la version... l'intelligence spatio-temporelle, mettons, est dans l'hémisphère droit. Je pensais pas qu'il y en avait de chaque côté Mais en fait, un petit peu, là. je vais Puis y qu'ils arriver, géraient à leur façon. comme à chaque fois. Tu devines toujours trop vite vers où je m'en vais. Mais c'est parce que ce podcast-là me rend juste tellement intelligente. Ah oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Ou elle me rend vraiment stupide, puis je vais pas assez vite. Un des deux. Mais oui, les deux ont les mêmes capacités théoriquement. Ouais. Tout ça, ce qui veut dire où est-ce que j'en étais initialement, c'est que dans le fond, l'hémisphère gauche va contrôler ta motricité principalement du côté droit, puis ton hémisphère droit va contrôler ta motricité du côté gauche. Ouais, c'est vrai, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. Fait qu'ils sont vraiment comme de chaque miroir, côté. là. Miroir. Du coup, on pourrait croire que comme c'est deux parties du cerveau qui contrôlent chaque côté du corps, ils devraient être aussi bons pour faire la même chose là, de chaque barre. Là. Donc, ils devraient être aussi bons de la gauche à la droite, ces deux parties du cerveau. Pourquoi est-ce que il y en a un qui est plus fort que l'autre, qu'on est plus habile, disons, de la droite que de la gauche? Il y en a un qui a été trop secoué. Ben Un non. côté. Non, en fait, on a tous un hémisphère qui prédomine sur l'autre pour exécuter certains gestes et on appelle ça la latéralisation cérébrale. OK. Dans le fond, toute activité mentale comme compter, parler, écrire, etc., sont effectuées de préférence par un seul hémisphère cérébral. Ouais, fait que c'est pour ça qu'il y a, par exemple, du monde qui sont plus forts en maths, ils vont utiliser plus un hémisphère, puis ceux qui sont plus forts en français vont utiliser l'autre hémisphère. Ben, en fait, ça peut être dans la même catégorie. Je suis plus sûr. En fait, j'ai pas la liste exhaustive de qu'est-ce que chaque hémisphère fait. Il me semble que les chiffres sont plus à droite. Mais peu importe, mais c'est plus dans le sens de dire comme, tu sais, si on utilisait nos deux hémisphères à part égale, on aurait comme toutes les mêmes compétences, quasiment, ou en tout cas... Oui et non, là, je veux dire, ton cerveau peut être quand même moins bon puis moins développé que d'autres personnes. Oui, là, oui, ça fait oui. que c'est pas relié à ça. C'est Mais sûr. oui, tu peux avoir plus de force dans un hémisphère que dans un autre. Ça, c'est certain. Dans le fond, toutes les activités mentales, comme compter, parler, écrire, comme je disais, sont effectuées de préférence par un seul hémisphère cérébral. Donc, c'est pas que l'autre n'est pas capable, c'est juste qu'il y en a un qui va prendre le dessus pour cette compétence-là. Donc, les scientifiques pensent entre autres que cette façon de fonctionner du cerveau évite que les deux hémisphères entrent en compétition. Tu sais, c'est pas un quiz télévisé où un hémisphère doit poser sur le bouton avant l'autre s'il a sa réponse. Ça nous donnerait mal à la tête sur un Ben, c'est ça. là. Ça serait ben trop fatigant pour nos petits neurones. Donc, chaque hémisphère se divise un peu les tâches, c'est-à-dire comme toi, tu t'occuperas de ça, moi, je vais m'occuper de ça. Fait que, tu sais, ils capitalisent un peu chacun sur leur force. Disons ça un peu ici si on veut l'imager. Ça veut pas dire, par contre, qu'un seul des deux va participer à l'activité mentale. Des fois, les deux peuvent le faire. Disons que tu as un hémisphère qui normalement répondrait à un besoin, mais il est occupé à faire autre chose, mais l'autre peut essayer de compenser et le faire à sa place aussi, peut-être de façon moins rapide ou moins... c'est pas deux cerveaux, tu as un seul cerveau quand même, c'est juste qu'ils communiquent l'un envers l'autre et il y en a un qui va prendre la décision, disons. Ça me fait penser ça que j'ai sorti un TikTok sur le fait, est-ce qu'on utilise vraiment 10% de notre cerveau? Fait que vous La irez voir réponse, ça. c'est non. La réponse est non, Ouais, mais c'est ça. je vous explique tout ça dans le TikTok, fait que vous irez voir ça. Comme j'ai dit par contre, on a tous un hémisphère qui est dominant sur l'autre et qui prend plus souvent le dessus. Donc, c'est plus souvent lui qui va L'idée. qui va l'idée, qui va prendre le plus de charge mentale-ish, là. On peut dire ça comme ça. Pauvre petit. Ouais, c'est ça. L'hémisphère dominant, ça peut varier chez chaque personne. En fait, c'est pas tout le monde qui a le même hémisphère dominant. Ouais. Fait que ça peut être chez certains le droit, chez certains le gauche. Ouais. Mais chez 90% des gens, c'est le même hémisphère. Donc, soit le gauche, soit le droit. Selon toi, c'est lequel qui est dominant chez la majorité des gens, Hélène? T'as une chance sur deux. Là. Ben là, tantôt, tu parlais que c'était inversé. Mm-hmm. Dans le sens, l'hémisphère droit s'occupe du côté gauche,
l'hémisphère gauche s'occupe du côté droit. Oui. T'as la clé, là, vas-y. Si on assume... Arrête de... Est-ce que peut-être un jour, je saurais que, dans le fond, à gauche, c'est potentiellement la réponse que je voudrais donner si j'avais une réponse à donner. Mais bref, tout ça pour dire que... Fais juste dire gauche ou droite! La majorité des gens étant droitiers, j'assume que c'est le gauche. J'assume que c'est le gauche. Oui, exactement. Donc, si on peut résumer vraiment très rapidement, plutôt que dans ta façon de le répondre. C'est l'hémisphère gauche qui contrôle le langage. Donc, on a un hémisphère gauche dominant chez la majorité des gens. Et on se rappelle que chaque hémisphère est responsable du mouvement du côté inversé du corps. Donc, il est en charge du côté droit. Donc, la majorité des gens sont droitiers, comme tu as dit. Ouais. Là, ça se peut que certains d'entre vous à la maison vont se dire que ça a été un peu vite le lien entre le langage et la motricité. Je le sais, mais je ne voulais pas vous laisser sur le suspense plus longtemps. Je vous explique le lien tout de suite. Selon les psychologues de l'évolution, ce serait entre autres nos mouvements et nos capacités à utiliser des outils qui auraient mené à ce qu'on soit capable aujourd'hui de parler dans un micro. Initialement, l'humain... Mais pas juste dans un micro. Non, mais... Vous avez le droit de parler sans micro. Mais que moi, je vous parle dans un micro. Initialement, l'humain aurait commencé à communiquer en faisant des gestes. C'est plus facile d'utiliser la vue comme premier sens à cet escient plutôt que le goûter, par exemple. Hein? Si tu veux communiquer avec quelqu'un, tu liches pas puis tu dis telle affaire. Tu y pointes quelque chose ou tu mimes la grosseur du poisson que tu viens de pêcher là, sans jamais exagérer. Là, moi, je travaille en publicité, puis là, j'imagine juste du monde genre sur la 40 qui sortent de leur char pour licher une affiche pour comprendre le message publicitaire. C'est pas comme ça qu'on communique. C'était principalement avec la vue et nos mains, en fait. Ouais. Éventuellement, par contre, on est vite devenu trop occupé à tenir un marteau pour parler avec le langage des signes. Hein? Nos mains étaient occupées à faire autre chose. Il a donc fallu utiliser un autre sens. Et comme le toucher n'était pas pratique à distance, on s'est mis à se crier des affaires. T'sais. Donc, c'est un peu comme ça que le langage a évolué. Le fait que notre cerveau soit capable de fabriquer des choses avec des outils a fait que notre hémisphère du cerveau qui s'occupe de la motricité, ben, il y avait une certaine structure, une certaine façon d'être développée qui a facilité la création du langage. Donc, c'est comme ça que la partie du cerveau qui s'occupe de la motricité, principalement la motricité fine, est devenue aussi la partie qui s'occupe du langage. Et donc, c'est celle qui est utilisée le plus par l'être humain parce qu'on est un animal de motricité et de langage principalement. Fait que dans le fond, t'es en train de me dire que l'hémisphère a juste eu une promotion. Ben non, il a juste travaillé plus fort que l'autre sur des affaires. T'sais. Mais il y a eu une promotion, il a pu s'occuper du langage aussi. Il a juste développé des nouveaux skills. Il a ajouté une corde de plus à son arc qui a fait qu'il va pouvoir avoir une promotion par la suite. Ok, si tu veux vraiment lui donner une promotion, là, je comprends pas pourquoi, mais... D'ailleurs, pas besoin de retourner au Néandertal pour constater ce processus d'évolution dans le cerveau. On peut juste regarder les babies. Parce qu'avant d'être capable de développer les compétences complexes comme le langage, les petits bouts de chou doivent d'abord maîtriser les facultés sensorielles et motrices de base. Il faut être capable de manipuler des objets pour ensuite préparer le terrain au développement du langage. Ceci étant dit, si tu observes un bébé et qui ont comme seule tâche de pogner un toutou, sont capables de le faire avec la main gauche, la main droite. C'est des tâches assez de base. C'est encore drôle. Ben, pas au début, mais éventuellement. C'est quand ils commencent à vouloir faire de quoi de plus précis que l'hémisphère le plus fort kick in. Et l'une des activités demandant le plus de précision, ben, c'est l'écriture. Et donc, il va commencer à écrire principalement avec sa main la plus forte selon son hémisphère. Donc, s'il y a un hémisphère gauche, il va écrire avec la main droite. Puis après, ben, ça va être juste, effectivement, plus de la pratique. Le fait qu'il va toujours pratiquer avec cette main-là qui va faire qu'il va vraiment être meilleur pour écrire de la main droite que de la main gauche. Parce qu'on le sait, tu peux apprendre de l'autre, c'est pas que ton autre hémisphère n'est pas capable, comme les gens gauchers à l'époque qui se faisaient taper les doigts avec une règle, qui ont finalement appris à écrire avec la main droite. Ils étaient capables, c'est juste que initialement leur corps avait développé leur motricité plus de l'autre côté. Et c'est juste que, non, tu les insulteras pas encore. Non, mais c'est ça, j'allais dire pour vrai, là, comme je fais des blagues depuis tantôt, là, que c'est des enfants de Satan et tout ça, mais quelle horreur quand même. Oui, effectivement. Puis en fait, en plus, je te dis, on est tous capables de faire différentes choses avec nos hémisphères, mais il n'y a personne qui est absolument gaucher ou absolument droitier. C'est un spectre. Comme l'autisme, effectivement. Plus sérieusement, il y a une sorte de graduation, de gradation. Oui, de gradation. Parce que là, graduation, il y a où le diplôme puis le petit mortier, là?
Plus sérieusement, il y a une sorte de gradation. Personnellement, je suis capable de me brosser les dents avec la main gauche, mais je ne serais pas capable de lancer un dard avec précision. T'sais. Mais c'est ça, j'allais te demander justement, parce qu'il y a des gens qui, mettons, ils sont droitiers, mais leur jambe forte au soccer, C'est c'est ça. la gauche. Quand je dis il est plus fort, ça veut pas dire que l'autre est incapable de rien faire, l'autre hémisphère, l'autre partie. Fait que, dépendamment comment tu as développé ton corps d'une façon ou d'une autre, c'est possible. Du coup, c'est difficile de sortir des pourcentages de combien de gens sont vraiment droitiers ou gauchers. Les chiffres varient vraiment selon les sources que je regardais. Fait que disons entre 10 et 15 des gens seraient gauchers. Ouais, c'est ça que j'avais en tête. Et les ambidextres représenteraient entre 3 et 4 de la population générale. Mais c'est vraiment difficile. C'est juste qu'ils touchent un peu à tout. Fait que c'est difficile de dire est-ce que c'est vraiment ou sont-ils un peu plus gauchers? Comment tu les catégoriserais réellement? J'envie tellement les ambidextres. Ouais, ben encore là, bon, je suis pas sûr que ça change grand-chose dans Non, leur mais vie. ça change Là. pas grand-chose, mais c'est plus en tant que personne ultra maladroite. Je suis comme... Ouais, mais t'es pas capable avec ta main J'aurais droite. peut-être plus de stabilité. Non, t'es pas capable de rien faire avec une main, tu serais pas plus capable avec deux. Là. Je sais Tu serais pas. juste moins bonne des deux bords, je pense. D'accord. Mais c'est juste ça. D'ailleurs aussi, c'est possible que quelqu'un a un hémisphère gauche dominant et quand même être gaucher. C'est juste plus rare, mettons. OK. Fait que tu sais, comme mettons le gaucher qui a appris à écrire avec la droite, mais il va peut-être être droitier sur plusieurs affaires parce qu'il va avoir entraîné son autre côté. Donc c'est possible, c'est juste plus rare. C'est des surhumains, ces gens-là. Peut-être. Mais parlant de gaucherie, parce que oui, c'est ça le terme, j'aimerais faire une parenthèse linguistique suite à une découverte que j'ai faite lors de mes recherches pour cet épisode. Et disons que ça fait longtemps que c'est mal vu et que t'es pas la première à dire que c'est des démons. L'origine... Non, mais pour vrai, je fais des blagues depuis tantôt, mais c'était ça historiquement, là. Ben oui, en fait, l'origine en soi du terme dérive de ganchir, signifiant faire des détours, lui-même provenant du français que wengjan, signifiant chanceler / vaciller. Donc, en gros, t'es un tout croche et maladroit. Déjà, initialement, le mot gauche. Gaucherie, ça sonne vraiment genre pas stable. Mais on dit souvent quelqu'un qui est maladroit, on va dire qu'il est gauche. Ouais, il est gauche, c'est ça, hein? Ok, je suis pas folle. Ça existe. Le terme est utilisé, mais il y a aussi un autre terme qui était utilisé pour parler de la gaucherie. C'était la sinistralité. Donc, comme l'adjectif sinistre, tu sais, ce terme utilisé pour parler de tout ce qui annonce de quoi de terrible. Ceci étant dit, initialement, sinister, ça voulait bel et bien dire juste du côté gauche. OK. Donc, c'est le mot sinistre qui a ensuite évolué avec l'histoire, parce que l'affaire, c'est que dans les anciennes pratiques romaines, il y avait des prêtres chargés d'interpréter des phénomènes naturels pour prédire l'avenir. Bien sûr. Ces pratiques divinatoires étaient appelées des augures, OK. et leur interprétation était nommée des présages. Oui. Avoue que tu t'attendais pas à ce que je parle d'augure et de présage dans cet épisode-là. Pas nécessairement. Tu sais, comme dans mauvais augure, mauvais présage, les expressions qu'on utilise encore aujourd'hui. Ces moments de divination consistaient alors principalement d'observation du chant et du vol des oiseaux. Celles-ci étaient entre autres effectuées lorsqu'on devait prendre des décisions d'État ou qu'on voulait savoir si les dieux étaient favorables ou non avec cette décision-là. C'était pas un processus très scientifique, j'imagine que tu n'es pas trop surprise. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose de scientifique. C'est ça. Fait que les devins lisaient alors leur présage à voix haute, et s'ils voyaient ou entendaient un oiseau ou un phénomène à leur droite, ça voulait dire que les dieux sont favorables, et si c'était à leur gauche, c'était défavorable. Donc le mot sinistre est devenu un peu synonyme de c'est mauvais parce que ça annonce quelque chose. Ça annonce, et la connotation négative de la gauche a ensuite subsisté dans la Bible, parce que la gauche était associée avec le diable et tout ce qui était mauvais, tandis que la droite était associée à Dieu et la sagesse. Oui, mais la droite, c'est la droiture, c'est la stabilité, tout ça. C'est de là que ça vient aussi, effectivement, là, ces termes-là. Souvent, tu vas voir des fois dans des fresques ou dans des églises, il va y avoir un côté, des trucs qui vont représenter les démons à gauche et Dieu à droite, ou justement le petit diable ou le petit ange sur l'épaule sont toujours dans le même sens. C'est vrai, j'ai jamais fait le lien. Donc, c'est vraiment gauche qui était vu du mauvais œil à ce moment-là. Et donc, automatiquement, quelqu'un qui était gaucher, c'était soit qui était un signe de mauvais présage ou qui était littéralement le diable incarné, parce qu'il représentait ce côté-là horrible. Je pense même dans le langage non-verbal, quand tu racontes une histoire, puis disons que ton regard il dévie vers la droite, c'est que tu cherches dans tes souvenirs, versus si tu dévies ton regard vers la gauche, c'est plus que t'es en train de comme créer une menterie, là.
tu fais plus appel à ta créativité et tout ça. Je sais pas à quel point c'est réellement vrai puis que c'est une science ou c'est juste, tu sais, des fois, Non, dans mais le non-verbal, c'est ça un reste, peu du... c'est la synergologie, là, Ouais. c'est l'étude du langage non-verbal. On en fait ce qu'on veut, puis tout ça, mais je me demande si ça a justement un lien. Je pense pas que Potentiellement. t'as la réponse nécessairement. Absolument pas. Mais il me semble que c'est ça, c'est la droite, c'est ça, c'est les souvenirs, puis la gauche, c'est le mensonge. Fait que faites attention si on vous raconte une histoire. Ouais, mais en tout cas, l'histoire aujourd'hui, c'était pas des mensonges, moi, ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Mais c'est ça, une chance que la science est venue nous sauver, nous expliquer que tout ceci n'est que chimie du cerveau. Rien n'est aussi noir ou blanc que quelqu'un qui est gaucher est possédé par le démon. Hein? Fait que tant mieux. Ceci étant dit, cette parenthèse étant désormais close, j'ai mentionné nos hémisphères du cerveau ont un impact sur notre motricité et notre langage, mais ont-ils un impact sur d'autres parties du corps? Les oreilles, par exemple, dis-je comme ça tout bonnement par hasard. Oui, c'est vrai. Selon les études effectuées par des audiologistes à l'université d'Auburn en Alabama, on entendrait effectivement mieux avec notre oreille droite. Quand je dis mieux entendre, par contre, c'est pas une question de surdité, mais plus de rapidité. Les paroles entendues dans l'oreille droite se rendraient à la partie du cerveau qui processe et analyse ces paroles-là en 20 secondes parce que ça va directement de ton oreille droite à ton hémisphère gauche qui gère le langage. OK. Tandis que quand ça rentre dans ton oreille gauche, ça passe par ton hémisphère droit et ça doit ensuite traverser vers l'hémisphère gauche pour être traduit. Donc, ça prendrait entre 3 et 300 millisecondes de plus pour atteindre cette partie du cerveau. C'est pas grand-chose. C'est pas perceptible, mais... Mais ça a quand même un petit impact en soi. Et cet impact-là serait d'ailleurs ressenti davantage chez les enfants de moins de 11 ans. OK. Par exemple, un enfant de 7 ans répéterait correctement des informations qu'il aurait entendues avec l'oreille droite 70% du temps et seulement 55% du temps lorsqu'entendu avec l'oreille gauche. Chez un enfant de 9 ans, ça serait 80% avec la droite, 75% la gauche. Puis à partir de 11 ans, c'est 90 dans les deux cas. Parce que, ça vient s'équilibrer. Là. Ça vient s'équilibrer, puis on ne peut pas toujours répéter parfaitement. Vous saurez donc maintenant dans quelle oreille répéter à votre enfant de ramasser sa chambre. Mais pourquoi est-ce que c'est pire chez les enfants, me demanderas-tu, Hélène? Pourquoi? Parce qu'ils sont pas encore complètement formés, j'imagine? Oui, exactement. C'est à cause du développement du cerveau, plus précisément de la myéline, une membrane du système nerveux. Le rôle de la myéline, c'est un peu un accélérateur permettant de transférer l'information entre les deux hémisphères. Un peu comme dans l'épisode 38, lorsque je parlais des transpondeurs qui passaient des informations dans les câbles Internet. Oui. Sinon, ça se perd en plein milieu. Oui. Ben c'est ça. L'information se perd chez les enfants quand ils passent d'un hémisphère à l'autre un peu, jusqu'à temps que... Mais la myéline, c'est un neurotransmetteur? C'est un... Oui, effectivement, c'est... je pense que c'est le terme scientifique de... Mais ça permet le transfert d'informations. Fait que, I guess que oui. Et comme c'est pas formé encore chez les enfants, ils ont plus de difficultés à retenir l'information s'ils entendent vraiment juste d'une oreille. Là. Ils peuvent entendre des deux oreilles en même temps, puis au final, il faut se rendre. Ouais. Chez l'adulte, c'est presque pas perceptible dans la majorité des cas, excepté lorsqu'on multitask. Puis, mettons, on essaie d'écouter deux conversations en même temps. Tu sais que t'en as une à ta gauche, une à ta droite, t'es assis en plein milieu d'une table. C'est vraiment l'enfer. Oh mon Dieu, c'est horrible ça. Les personnes distraites par des conversations dans les deux sens auraient un avantage entre 7 et 40% avec leur oreille droite. Fait qu'ils entendraient un peu mieux la conversation à droite. Du coup, c'est pas juste avec les enfants que c'est utile cette information-là. Vous allez savoir maintenant comment vous positionner dans une pièce bruyante si vous voulez écouter quelque chose plus précisément. D'ailleurs, je sais pas si c'est un réflexe puis si je suis juste vraiment intelligent. Bon. Mais il me semble que si j'attends l'oreille, j'ai toujours tendance à tendre l'oreille droite. Ouais, moi aussi, mais je pense que c'est par réflexe je me dis je suis droitière, fait que je suis droitière de tout le corps. Ouais, mais peut-être que justement, comme le corps le sait comme naturellement par réflexe. Puis aussi, j'ai réalisé que quand, mettons, j'ai des écouteurs, si j'en garde juste un, je vais souvent garder le gauche parce que j'ai l'impression que j'entends mieux les conversations. Ou mettons que toi, tu me parles, si j'allais dans la droite, on dirait qu'il y a des délais là, dans mon cerveau. Je suis d'accord, mais je pense pas que c'est toi qui es intelligent. Je pense que c'est ton corps. Ben non, mais je sais, là, mais mon cerveau, il est hot, là. En tout cas, c'est bien fait pareil. Oui, cette petite bête-là. Et parlant de bienfaits, j'aimerais revenir sur une question posée en début de partie. Pourquoi est-ce qu'on a toujours une narine plus bouchée que l'autre lorsqu'on est malade? Ça a rapport avec la gauche-droite, mais pas tant avec le reste de ce que j'ai parlé aujourd'hui, parce que ça n'a pas rapport avec les hémisphères du cerveau. Les hémisphères des sinus. Je sais pas. Non. Mais là, je parle vraiment de la situation où tu as une narine qui semble libre comme l'air, tandis que l'autre est complètement bloquée là, quand tu as le rhume. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça, effectivement. Mais sache que c'est quelque chose qu'on remarque quand on a le nez bouché.
Mais c'est Ben, effectivement, là. mais c'est relié à un phénomène qui arrive en permanence dans notre nez. OK. Nos narines alternent constamment leur niveau d'ouverture entre elles. Ah! En général, lorsqu'on respire, le 3/4 de l'air entrant va passer par une narine et le quart va passer par l'autre. L'alternance entre quelle narine prend plus d'air que l'autre s'effectue environ tous les 2 heures et demie. OK. Fait que ça l'explique pourquoi que tu t'en rends pas compte que ça change de narine à l'autre, parce que ça se fait vraiment très graduellement. En fait, c'est ça. Là, je te regarde, puis Ouais, moi aussi, en ce c'est moment, ça. je suis full conscient de par quelle narine je respire le mieux. En ce moment, c'est la gauche. Puis je suis rendu fou depuis que j'ai cherché ça, puis je fais ça constamment, à faire juste comme... J'arrive pas à détecter Ah, c'est là, laquelle. Attends. Ben, des fois, c'est plus facile que d'autres, là, mais... Hey, moi aussi, c'est à gauche, je pense. On Mais- est pareil! Wow! Peut-être que dans 1 heure et demie, ça va être la droite. Ouais. Mais c'est ça. Puis j'ai repensé, puis j'étais comme, oui, c'est vrai que des fois, genre, tu te rends compte que tu as une narine super bouchée, puis plus tard dans la journée, tu es comme, voyons, c'est l'autre qui est bouché en ce moment. Ouais. Mais c'est ça, c'est juste que ton cycle a continué. Puis c'est vraiment rendu l'autre narine qui est bouchée. Puis là, ben en fait, ce qui arrive quand on est enrhumé, c'est que ben, notre nez produit plus de muqueuse, de façon Ouais. générale. Puis comme il y a plus d'air qui passe dans une, ben déjà, tu avais plus de facilité de respirer dans celle-là. Mais l'autre, déjà, qu'elle a juste le quart de l'air qui passe dedans, rajoute des grosses muqueuses dedans, il n'y a plus rien qui passe pantoute. Ouais. Fait que là, ça paraît vraiment pire à ce moment-là, tandis que dans la vie générale, ça te touche pas du tout. Donc voilà une autre réponse donnée aujourd'hui. Et c'est ça qui conclut ma partie. En espérant vous avoir appris davantage sur votre corps, il faudra nous écrire en commentaire si vous voulez qu'on creuse d'autres questions telles que pourquoi on a 2 poumons et 2 reins mais un seul cœur. Mais bon, on ne peut pas répondre à tout d'un seul coup. Au moins, par contre, toi, tu as plein d'autres réponses Ouais. à nous donner aujourd'hui en plus de ma partie. Fait que pas ces réponses-là, mais vous allez en avoir d'autres. Ouais, ben Will, comme tu le sais, le chiffre 42, c'est la réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste. Et c'est d'ailleurs le titre de l'épisode parce que c'est l'épisode 42. Oh, on l'appelle vraiment comme ça finalement? Je sais pas. On Ben, l'appellera comme peut-être qu'on voudra. pas. En tout cas, vous verrez. Bref, c'est pourquoi on va se parler aujourd'hui de mystères et secrets du corps humain. Là, j'ai nommé les réflexes et autres réactions étranges qui se produisent en nous. La première avec laquelle j'ai envie de commencer, c'est bien simple. C'est pourquoi est-ce qu'on rougit quand on est embarrassé ou stressé? Est-ce que tu as une idée? Ben, question de température ou de. Tu as plus chaud. En tout cas, j'ai plus chaud quand je suis gêné. Fait que là, c'est comme plus de sang qui monte au visage. Ben, t'as une partie de la réponse. Dans le fond, là, c'est que quand t'es habité par ce genre d'émotion, donc l'embarras ou le stress, l'adrénaline, elle va embarquer à fond la caisse. Mhm. Et là, ça a pour effet de dilater tes vaisseaux sanguins et donc ramener plus de sang au niveau de tes joues et du torse, donc tu deviens rouge. Est-ce qu'on est rouge du torse aussi? C'est juste qu'on le remarque pas ou. Ben moi, j'ai tendance à devenir Oui, c'est vrai, il y a des gens, rouge oui, du torse, effectivement. là. Puis tu sais, même quand je fais des réactions allergiques ou de quoi, Ah, t'as ou raison, c'est vrai. je suis stressée, là, j'ai comme des petites plaques rouges. Je suis peut-être tout seul de ma Ben gang, non, mais- j'imagine que non, là. Mais par contre, tu vois, je rougis pas tellement du visage comparé à des amis que je sais que, tu sais, eux, ils deviennent rouges tomates. Mais moi, j'ai toujours les automatiques. joues rouges, là, les petites joues rouges en santé. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, moi, au moins, je peux me couvrir d'un gros chandail. Tu sais, le visage, c'est plus difficile à camoufler. Deuxième réaction, j'imagine que tu le sais, mais le hoquet, c'est ton diaphragme qui disjoncte. OK? Mais Il savais-tu... pète un câble, là, il est juste comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Mais est-ce que tu savais que c'est pas juste un problème respiratoire? Non. Parce qu'on s'entend souvent, on Ben, c'est dans ta associe ça- respiration, c'est dans ton cou. Ouais. Dans ton cou, dans ta gorge, là. Dans ta gorge, exactement. Bon. Mais en fait, ta santé digestive entre aussi en ligne de compte. OK? Généralement, tu vas avoir le hoquet quand ton estomac est plein parce qu'il se dilate puis il vient titiller ton diaphragme parce qu'ils sont un à côté de l'autre. Fait que le hoquet survient souvent quand t'as trop mangé, t'as mangé trop rapidement, t'as mangé épicé. Bref, c'est une réaction de ton estomac qui va comme pousser sur ton diaphragme puis là, qui va faire qu'il va spasmer en bon français. Je sais pas si t'as Ça- la réponse, mais est-ce que c'est aussi pour ça que les gens sous, des fois, qui ont le hoquet, ou c'est peut-être l'estomac trop plein? Je saurais pas te dire, très franchement. Mais il y a Je sais peut-être un pas. lien. Mais ça peut aussi, évidemment, survenir là, après un fou rire, des chatouillements, une toux. Là, c'est pas la solution exacte, mais sachez que si, justement, vous avez trop mangé, ça se peut que vous ayez un hoquet après le classique écope de fin de repas. Mais c'est pas ça le plus fascinant. Je suis tombée sur une théorie comme quoi on aurait hérité ça de nos ancêtres amphibiens. C'est pour ça que je riais tout à l'heure quand tu parlais des... oui, c'est à cause des branchies, là. On pense qu'encore qu'on a des branchies. Exactement. Les poissons ont des branchies, les grenouilles ont des poumons, mais les têtards, eux, ils ont les deux.
Ils ont des branchies et des poumons. Hmm. C'est ce qui leur permet d'aisément transiger entre un milieu aquatique et un milieu terrestre là, pour respirer. Pour faire simple, sous l'eau, ils utilisent leurs branchies pour retirer l'oxygène et respirer. Mais pour éviter que l'eau rentre dans leurs poumons en inspirant, ils ferment un petit clapet qu'on appelle la glotte. Puis ça, ben, ça provoque une forme de hoquet. C'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le rapport avec les humains? Ben, la revue New Scientist a publié une recherche selon laquelle une forme de hoquet était observée chez les animaux à branchies. Puis il y a plus de 370 millions d'années, donc il y a très, très, très longtemps. On était dans l'eau, nous autres ici. C'est ça. Toutes les créatures terrestres, donc de la Terre, là, étaient équipées de branchies pour pouvoir respirer sous l'eau. Avec l'évolution, il y a certaines espèces, notamment nos ancêtres, qui sont passés de la mer à la terre, puis elles ont perdu leurs branchies là, au fur et à mesure justement de l'évolution, mais n'ont pas le réflexe du hoquet. Fait que quand on a le hoquet, notre diaphragme, qui est le muscle responsable de l'inspiration et de l'expiration, il va se contracter sous forme de spasme puis expulser l'air pour éviter justement qu'on s'étouffe ou des choses comme ça. Sauf qu'au même moment, notre glotte, donc qui est à l'entrée du larynx dans ta gorge, elle va se fermer brusquement, ce qui va bloquer la sortie d'air et provoquer le fameux hic, parce que cette transition d'air, le bruit dans le fond, là. Ben c'est ça va faire vibrer tes cordes vocales. Fait que de là, ça vient le hoquet. Ah, j'avais déjà vu, justement, parce que j'avais su qu'il y avait un peu un côté des branchies, je savais pas l'explication complète, mais j'avais vu dans les fameux trucs de grand-mère là, pour enlever le hoquet, il y en avait un, c'était juste dis-toi, je suis pas un poisson. Je suis pas un poisson. Je suis pas un poisson. C'est bon! Moi, mon père était comme retiens ta respiration pendant 17 minutes. Ben, je sais pas s'il y a un rapport, justement, retenir sa respiration, étant donné que c'est comme aller en dessous de l'eau. Faudrait que je vérifie. Là. Moi, je sais que quand j'ai le hoquet, je retiens ma respiration, pas 17 minutes, parce que ça, c'était vraiment une vulgaire joke de mon papa. Il y a peut-être de ça aussi de boire de l'eau à l'envers. Ouais, il y a ça, boire de l'eau à l'envers. Je sais qu'il y a du monde aussi qui boivent de l'eau avec un mouchoir par-dessus. Ça fait genre une forme de filtre. Je sais pas après scientifiquement là, ce que ça fait, là, concrètement. Intéressant quand même. Mais il y a plein de trucs de grand-mère. On pourra explorer ça dans des TikTok. Maintenant, t'imagines même pas à quel point le bâillement a été étudié à travers les années, mais à ce jour, on n'a pas encore mis exactement le doigt sur le pourquoi du comment de la raison qu'on bâille quand on est fatigué. OK. Ça pourrait être pour stimuler notre cerveau en lui donnant une bonne bouffée d'air. Ouais, c'est ce que j'avais entendu comme explication. Genre, ah oui, t'essaies de rester réveillé avec plus d'oxygène. Ben c'est ça, tu sais, quand t'es fatigué, souvent, tu vas aller prendre une marche dehors, puis on dirait que ça te revigore. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça pourrait aussi être pour réguler sa température, parce que quand t'es fatigué, justement, ou que tu t'ennuies, par exemple, la température de ton cerveau diminue. Fait qu'en faisant rentrer de l'air, tu le réchauffes un petit peu. C'est pour ça qu'on a besoin de couverte, d'ailleurs, parce que notre corps est plus froid quand on dort. Quoi qu'il en soit, le bâillement est contagieux chez toutes les espèces qui ouvrent la gueule quand elles sont fatiguées. Donc, un lion qui bâille va faire bâiller aussi les autres lions. Fait que c'est pas juste chez nous, là. Non, c'est pas juste chez nous que c'est contagieux. D'ailleurs, plus l'animal a un gros cerveau, plus le bâillement dure parce que ça prend plus de temps à supposément rafraîchir toutes ces connexions neuronales-là. Hey, les koalas doivent pas bâiller souvent. Petit cerveau, j'ai sailli. Ok, reviens-en des koalas, Will, ça va aller. Autre fait intéressant, les bébés bâillent aussi dans le ventre de leur mère. Ah ouais? Ouais. Pourquoi, je ne sais pas. Mais pas les bébés koalas. Je sais pas les bébés koalas. Si maintenant je te parle du réflexe photosternutatoire, ça te fait penser à quoi? Le sternum, puis une image. Photo, sternum, sternutatoire. OK. Ben, c'est... J'ai envie de te dire que t'es pas loin, mais t'es pas vraiment là non plus. Ben, c'est généreux quand même, là, de ta part. C'est le fait d'éternuer quand on est ébloui par la lumière ou le soleil. Ah oui, ben oui, photo comme lumière, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, souvent, là, les gens on dirait qu'ils ont un éternuement dans le nez qui veut pas sortir, on leur dit de regarder les néons ou la lumière ou de quoi. 30% des gens vivraient avec cette condition ou en tout cas auraient eu cette sensibilité-là à un moment ou à un autre de leur vie. Là. Moi, je sais que ça marche pas tout le temps, mais que des fois, le soleil me fait éternuer. C'est ni plus ni moins qu'une anomalie congénitale au niveau d'un nerf, puis c'est pas... ça n'a pas rapport avec... C'est pas contagieux, là. Non, c'est pas contagieux et ça n'a pas rapport avec de l'inceste, là, vu que j'ai dit congénital. C'est vraiment juste un résidu de l'évolution encore, parce que d'après la légende, ce réflexe permettait à nos ancêtres de prévenir le changement de saison ou de confirmer le lever du soleil, un peu comme un coq. C'est tellement niaiseux. Genre comme, t'entends quelqu'un qui éternue. Ah bon, ben bon matin. Ouais, c'est ça, exactement. 5 heures, c'est le temps de te lever.
Parlant de lumière, est-ce que ça t'arrive de pleurer quand t'es ébloui, qu'il fait froid ou que t'es fatigué? Spéciale dédicace ici à notre ami PA, qui a tendance à avoir la larme à l'œil dans des situations où il y a trop de luminosité. Moi, j'ai vraiment mal aux yeux quand il y a trop de la neige, genre comme le blanc, le soleil qui tape sur la neige, là, ça me ça pète reflète les la yeux, lumière. Ben, déjà, c'est bel et bien tes glandes lacrymales qui s'activent dans ces situations-là, mais le liquide en question, c'est pas des larmes, c'est pratiquement juste de l'eau, en fait. Il y a très peu de sel dedans. Cette sécrétion... différemment. Oui. Oh. T'as plusieurs types là, de larmes, dans le fond. T'as les larmes émotionnelles, t'as ces larmes-là de réaction, là, si on veut. Cette sécrétion-là, c'est ton système nerveux qui la met en route pour protéger tes yeux en les gardant humides et lubrifiés quand, par exemple, l'air est trop sec ou froid dehors. Parce que, ben, on peut pas faire vraiment autrement. T'sais, on a des foulards pour notre cou, notre nez, notre bouche, des trucs pour notre tête. On s'en va dehors avec le gros bandeau devant les yeux. Ben, c'est ça, tu sais, on peut pas vraiment protéger nos yeux autrement que par des lunettes de soleil, puis on s'entend que c'est pas ça qui nous tient au chaud, puis hydraté, etc. Fait que le fait que, justement, tes yeux soient lubrifiés par tes glandes lacrymales, ben, ça évite qu'ils s'assèchent et que ta cornée soit endommagée. On parle aussi de larmes de réflexe quand t'es confronté à un stimulus douloureux comme la lumière pour les personnes photosensibles, justement, ou que t'as un corps étranger dans l'œil comme un cil ou une poussière. Dans ton œil, tu as des photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets, que tu connais sûrement. C'est ce qui permet de transformer la lumière en image là, pour ton cerveau. Là. Donc, c'est ça, dans le fond, qui envoie le signal avec le nerf optique. Ils sont pas répartis également, par contre. 95% de tes photorécepteurs sont des bâtonnets situés en périphérie de la rétine, là, fait que sur le pourtour de la rétine, qui est l'entrée du nerf optique, dans le fond. Ouais. Puis c'est ce qui te permet de voir flou et en échelle de gris quand la luminosité est basse. Fait que, tu sais, le soir, quand il fait noir, là, tu vois comme... T'as l'impression qu'il n'y a pas de couleur, puis c'est un peu flou. Ben, je veux dire, il fait noir, là. Ben non, mais c'est ça, mais il fait noir, mais parce que la luminosité est basse, tu sais, il n'y a pas de lumière mais carrément, il est capable de distinguer des affaires. C'est ça qui te permet de distinguer un petit peu des formes, puis que t'es pas juste dans un trou noir, là, grosso modo. C'est juste comme tu disais, comme je descends mon niveau de saturation, là, comme sur une photo, là, je comprenais pas. Non, mais c'est ça, mais les bâtonnets, par contre, c'est ça, ils sont vraiment particuliers pour les environnements où la luminosité est basse. Versus les cônes, eux, qui sont situés au centre de la rétine, c'est ce qui permet de voir avec précision. Fait que, par exemple, lire un livre, des lettres, des choses comme ça. Et surtout de distinguer les couleurs, parce que tu as 3 types de cônes, selon les 3 couleurs principales. Tu as des cônes pour le rouge, pour le vert, puis pour le bleu. C'est le summum aussi de ton acuité visuelle, vu que, justement, c'est la partie de la précision et des couleurs. Puis une luminosité trop forte va justement venir endommager tes cônes et tes bâtonnets. Et si c'est la lumière du soleil, ben tu risques de les brûler. Parce que oui, c'est possible d'avoir un coup de soleil dans les yeux. On appelle ça une photokératite. Ça survient principalement quand on est exposé à une forte luminosité, justement, et qu'on n'a pas de lunettes de soleil pour se protéger. La cornée peut alors être affectée, rendant l'œil rouge et larmoyant. De manière générale, c'est assez bénin. Ça disparaît en quelques jours comme un coup de soleil sur la peau. Mais comme un coup de soleil, évitez d'en avoir trop souvent. Là, ne fixez pas trop le soleil. C'est ça. Par ailleurs, c'est pas vrai que les personnes avec les yeux clairs sont plus photosensibles. Ah ouais. J'ai appris ça, puis moi, j'ai les yeux quand même, tu sais, j'ai un brun clair quand même, puis je sais que je suis sensible à la lumière, fait que j'arrêtais pas de dire que j'étais photosensible, c'était pas pour attirer l'attention, là, c'était vraiment parce que je pensais que c'était le cas. Est-ce que les gens étaient comme genre, non, t'as pas les yeux bleus, t'as pas le droit? Non, mais c'est ça, mais c'est parce que certaines personnes sont plus photosensibles, oui, mais c'est pas à cause de la couleur des yeux. En fait, ton iris est constitué de 2 couches. Il y en a une première qui donne la couleur des yeux, fait que le bleu, le vert, le brun, etc. Puis il y en a une deuxième juste en dessous qui intervient dans la tolérance de la lumière, justement. Puis c'est cette couche-là qui va déterminer si t'es plus photosensible ou non. Et ce que tu aies les yeux bleus, verts, bruns, mauves, peu importe. Autre fait intéressant, certaines hormones comme l'estrogène favorisent ces réflexes. Donc, les personnes nées femmes ont tendance à avoir la larme plus facile que celles nées hommes. Les femmes, ils pleurent tout le temps. Ben non, mais justement, c'est juste une question d'hormones. C'est pas parce qu'on est des crises de folles.
Les fameuses fourmis dans les jambes maintenant, elles sont dues à une mauvaise communication avec le cerveau. Quand tu t'assois sur ta jambe, t'empêches la circulation du sang et de l'oxygène. Fait que là, ton cerveau, il se met en état d'alerte parce qu'il est comme Mayday, Mayday, il n'y a plus d'oxygène dans ce coin-là. Fait qu'ils vont envoyer un signal nerveux pour que la zone en question, donc ta jambe, soit engourdie et ainsi t'obliger à changer de position. Sur le coup, quand tu déplies ta jambe, tu sens l'engourdissement, mais pas encore les fourmis. Tu sais, ça prend un mini laps de temps parce que ton cerveau, il continue de recevoir et d'envoyer des signaux contradictoires de « Ah, ta jambe est encore pliée, pas dépliée », bon, tout ça. Le temps que la circulation sanguine, justement, reprenne normalement. Puis c'est quand ta circulation sanguine reprend normalement que tu as cette sensation de fourmillement. Oui, parce que des fois, mettons, quand j'ai comme fourmi dans les jambes, je vais moi comme recroiser la jambe pour comme... Oui. On dit que ça fait du bien, mais au final, ça fait pas du bien. Ça change rien. Je sais pas combien de fois je me suis gelé le cerveau en mangeant de la crème glacée ou en buvant quelque chose de froid, genre une sludge ou un milkshake. Mais pourquoi ça fait ça? En fait, au niveau des sinus et du palais, tu as des tout petits vaisseaux, tellement petits qu'on les appelle les capillaires sanguins, donc la taille d'un cheveu, là, quasiment. Quand tu manges de la glace, c'est comme si tu les cryogénisais instantanément. Sauf que, bien évidemment, ils sont pas consentants, fait qu'ils te répondent avec un mal de tête direct. En vrai, là, ils refroidissent trop vite, puis une fois qu'ils reviennent à une température normale, ils comprennent pas trop ce qui vient de se passer. Fait que comme pour les autres réflexes, ils vont se défendre en activant des neurotransmetteurs qui, eux, vont dilater les vaisseaux de la tête, de la gorge, la nuque, etc. pour réchauffer les autres capillaires, là, en fait, sanguins. Et c'est ce qui provoque justement le mal de tête, là, cette vasodilatation. Je sais pas toi, mais moi, ça m'a pris bien du temps à m'habituer à ma voix dans les enregistrements. Puis que ce soit là, sur ma messagerie de boîte vocale ou en montant les épisodes du podcast. Oui. On dirait que, tu sais, j'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Puis si c'est ce que vous entendez, vraiment, je m'en excuse. Non, ta voix est bien correcte. Mais il me semble qu'on en a déjà parlé dans un autre épisode de ça. En fait, dans l'épisode sur les 5 sens. Ça se peut, mais dans le fond, je voulais y revenir parce que... Ça résonne dans ta mâchoire. Ouais. Grosso modo, là, notre voix sonne différemment parce que le son peut prendre plusieurs chemins pour se rendre à nos petites oreilles et nos petits cerveaux. Petit cours de biologie 101 si justement vous n'avez pas écouté notre épisode sur les 5 sens, mais les sons, ce sont des ondes qui se propagent dans l'air. Puis quand ces ondes entrent dans le conduit auditif et disent bonjour au tympan, elles font aussi vibrer les osselets. Fait que des tout petits os des oreilles. Ces vibrations-là sont alors transformées en informations que le cerveau peut interpréter et c'est ce qu'on appelle la voix aérienne. Maintenant, quand tu parles, tes osselets vibrent aussi à cause du mouvement de ton crâne, comme tu le disais, là, donc la mâchoire, mais aussi ta trompe d'Eustache qui est un organe, en fait, qui relie tes oreilles au nez. On appelle ça la voix solidienne, c'est-à-dire que ton crâne et ta fosse nasale deviennent la caisse de résonance au niveau du son. Puis comme les autres transmettent plus facilement les sons graves, ben ta voix, tu l'entends plus grave que les autres l'entendent ou que lorsque tu l'écoutes dans un enregistrement. Fait que moi, par exemple, justement, quand j'entends ma voix dans un enregistrement, je suis comme, mon Dieu, je sonne donc bien aigu. Parce que dans ma tête, je sonne un petit peu plus grave, là, pas non plus niveau ténor ou de quoi. Ah, mais c'est que ça résonne. Mais c'est ça, exactement. Puis c'est aussi pour ça qu'on voit souvent les chanteurs se tenir l'oreille avec la main. Ça permet de mieux percevoir le son par voie aérienne, justement, donc d'entendre, en guillemets, leur vraie voix. Son, ouais. Will, on dirait que je l'ai jamais remarqué chez toi, mais est-ce que ça t'arrive d'être sur le chemin du retour vers notre appartement? Tout va bien, puis tout d'un coup, tu mets la clé dans la porte et là, tu as une envie fulgurante de faire pipi qui te prend. Oui, ça arrive. Ben toi, c'est parce que... Moi, on dirait que c'est systématique. Ben, en fait, c'est ça. J'aimerais bien aller aux toilettes en premier, mais t'es tout le temps déjà rendu dans la salle de bain qu'on arrive. Fait que je peux pas. Désolée. Beaucoup de gens vivent ce que certains appellent le syndrome du paillasson. C'est absolument pas grave là, comme condition, sauf si évidemment vous souffrez de problèmes d'incontinence, là, je vous invite à aller consulter. Puis ça, ben, c'est purement psychologique. Là. C'est vraiment juste ton cerveau qui se dit « Hey, t'es dans un safe space. » Tu peux ouvrir les écluses sans problème. Mais le problème, c'est que si justement, il faut que tu montes des marches ou de quoi pour te rendre aux toilettes, là, c'est une autre paire de manches. Parlant de cerveau un peu con, as-tu déjà connu cette sensation où tu as l'impression de tomber quand tu t'endors? Mais oui. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Oui, on dirait que t'as genre fait un spasme de sauter de 1 mètre dans les airs, là. J'en savais pas de bon sens, là. Ben, ça arrive parce que ton cerveau croit que t'es mort. Ces spasmes-là, on les appelle des secousses hypniques ou myoclonies d'endormissement.
Ouais, OK, des petits termes là, bien simples. Bien léger, c'est ça, exactement. Ce qu'on pense qui se passe, c'est que ça arrive quand on tombe trop rapidement dans un sommeil paradoxal. Fait que souvent, quand t'es très fatigué, là, c'est là que ça va arriver. Ce qui donne l'impression à ton cerveau que ton âme s'envole. Fait qu'il envoie une espèce de décharge pour être sûr que ben, t'es encore branché, finalement. Là, OK, fait que là, c'est pour ça que t'es ça encore te en shake. vie. Fait que c'est pour ça que tu fais un petit peu le bacon là, pendant 2 secondes, ça te réveille, mais au moins ton cerveau il est rassuré, t'es encore en vie. T'as sûrement remarqué aussi que les personnes nées femmes sont souvent plus souples que celles nées hommes. On n'y fait évidemment pas exception là, avec ma capacité à toucher mes orteils sans fléchir les genoux et ta souplesse légendaire de 2/4. Yeah! Ben, c'est que les hormones féminines, donc l'estrogène et la progestérone notamment, aident à relâcher les tendons et les muscles. Mais attention, c'est un cadeau empoisonné, mesdames, de pouvoir faire la split. Cette souplesse-là, c'est avant tout pour faciliter les accouchements et non pour trouver une job au Cirque du Soleil. Ah, OK, fait que moi, vu que j'ai pas besoin d'accoucher, c'est correct que je ne sois pas capable de toucher mes orteils. C'est ça. C'est pas très grave, hein? Puis enfin, parlant d'accouchement, le corps humain est si étrange qu'il peut faire croire à une femme qu'elle est enceinte alors qu'elle ne l'est pas. On appelle ça une grossesse nerveuse. Et à l'inverse, quand une femme est réellement enceinte mais ne présente aucun signe de grossesse, on parle de déni de grossesse. Puis là, mais je me suis demandé vraiment comment c'est possible, comment tu peux développer des symptômes, tu sais, jusqu'à avoir des nausées, vraiment avoir une bédaine de femme enceinte, ou au contraire, comment tu peux cacher un bébé là, qui... Ouais, mais il y en a que ça paraît vraiment pas, là. C'est ça, exactement. Là. Comment ça se fait que l'affaire qui métamorphose le plus ton corps ne soit pas apparent? Commençons par la grossesse nerveuse, aussi appelée pseudociesis. Les femmes qui vivent ça ont souvent une absence de règles et un ventre arrondi, comme je le disais, soit pas mal des 2 principaux signes d'une grossesse, on s'entend? Fun fact, le plus ancien cas répertorié concernait Marie Tudor, reine d'Angleterre. En effet, celle qu'on appelle aussi Bloody Mary semblait attendre un héritier ou une héritière avec le roi Philippe II d'Espagne en 1555. Elle avait le ventre et la poitrine arrondis, souffrait de nausées matinales, sentait même du mouvement dans son ventre, sauf qu'il n'y avait pas de bébé. Okay. Évidemment, il y a eu plein de théories du complot. La première étant, la reine était morte en couche et comme Avril Lavigne, on lui avait trouvé une sosie. Le bébé avait tout simplement pas survécu et j'en passe. On s'entend, à l'époque, il n'y avait pas de test de grossesse, de prise de sang, d'échographie prénatale et autres possibilités de confirmer la présence d'un fœtus dans un utérus comme aujourd'hui. Hein. Mais ça n'empêche pas que ça arrive quand même encore, voir que c'est possible de faker une grossesse consciemment. C'est ce qui s'est passé à Saint-Jean-sur-Richelieu en août 2013. Barbara Bienvenue a fait la rencontre en ligne de Paul Servat. Un mois plus tard, elle lui a annoncé être enceinte d'abord de jumeaux, puis de triplets, puis de quadruplets et finalement de quintuplets. Déjà là, tu te poses des questions. Oui, ben, je m'en pose beaucoup actuellement, là. Mais en même temps, ça n'a pas empêché que toute sa communauté s'est rassemblée pour aider les futurs parents en offrant justement des cadeaux, de l'argent. Il y a une amie de Paul qui a parti une page Facebook style GoFundMe, des choses comme ça, là, pour, parce que je veux dire, quand t'attends 5 enfants d'une shot, ça coûte de l'argent à s'apprécier. Moi, être Paul, j'aimerais ça avoir une preuve qu'il y a 5 enfants qui s'en viennent, là. Mais c'est ça. Arrive le jour prévu de l'accouchement. Paul amène Barbara à l'hôpital où, surprise, sa femme n'avait pas de dossier alors que c'était là qu'elle faisait tous ses suivis. En réalité, c'est ça. Elle s'arrangeait toujours pour y aller seule. Puis, supposément que elle avait dit qu'elle travaillait dans un hôpital, mais ça, je pense que c'est pas vrai. Fait qu'en tout cas, elle avait inventé aussi une histoire par rapport à ça. Fait que c'est à ce moment-là que Paul a appris que les enfants qu'il espérait tant n'ont en réalité jamais existé. On sait pas exactement pourquoi Barbara a monté cette issue de mensonge. Elle a été hospitalisée en psychiatrie par la suite quand on a découvert le poteau rose. Toujours est-il qu'elle était tellement à fond dans son mensonge que même son corps a cru qu'elle était enceinte. Son ventre était bel et bien rond et gonflé. C'est weird. Moi, j'ai vu une photo, là, puis elle a vraiment l'air enceinte de 9 mois et de plus qu'un bébé. Elle a eu des nausées, elle a eu des montées de lait, des proches auraient senti les bébés bouger en mettant leurs mains sur le ventre et elle a même crevé ses os. Mon Dieu, on est vraiment dans une thématique d'hystérie dans notre saison cette année. Là. Oui, vraiment. Tu comprendras que Paul a coupé les ponts avec Barbara après avoir rendu tous les biens que la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu avait offerts au couple et ce qui n'avait pas été réclamé, ben, il l'a donné à des organismes pour parents démunis parce qu'il ne voulait pas être associé en fait à ce mensonge-là. Avec raison, tu vas pas garder des affaires qui t'ont donné pour aucune raison. Là, ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, il y en a qui avaient donné de l'argent, puis tout ça, mais bon, c'est un peu... il voulait pas se faire reprocher of course. Plein de choses, ce qui est tout à fait normal. Revenons par contre à notre question initiale, comment expliquer une grossesse nerveuse? Ben la psychologie y est évidemment pour beaucoup.
Généralement, on remarque cette situation-là chez des femmes qui cherchent désespérément à tomber enceintes, comme c'est le cas de Marie Ier qui devait absolument donner naissance à un héritier pour le trône. Ces femmes-là réussissent à se convaincre qu'elles portent un enfant dès un premier signe de grossesse comme l'absence de règles ou des nausées. Et à partir de là, ben, ça ne fait que débouler. Là. Tout est un signe de... Évidemment, je suis enceinte, tout ça. Puis même, tu sais, si elles font un test de grossesse, quoi, elles se disent « Ah, ben c'est un faux négatif », bon, tout ça. On s'entend aussi qu'on vit dans une société où on encourage encore fortement les femmes à procréer et la grossesse nerveuse est justement plus présente dans les cultures où les femmes ressentent la pression de donner la vie. D'un autre côté, on voue aussi un immense respect aux femmes qui portent la vie et on est aux petits oignons avec elles, ce qui est tout à fait correct, là, comprenez-moi bien, mais il arrive que certaines personnes se disent enceintes pour justement attirer cette attention et qu'on s'occupe davantage d'elles. Ouais. Là, je veux pas émettre de diagnostic, mais ça se peut que ce soit le cas justement de Barbara. Malheureusement, on comprend pas encore bien le pseudociesis, ce qui fait que les femmes qui le vivent sont encore beaucoup stigmatisées, voire perçues comme des folles. Ce qu'on sait, c'est que certains médicaments ou un stress important peuvent jouer sur les hormones, notamment la prolactine, qui est responsable de la lactation, donc les montées de lait. Puis moi, c'est sûr que si demain matin, je me réveille puis j'ai une montée de lait, ben je vais faire 1+1 puis je vais me dire que je suis enceinte. Là, ouais, j'imagine que c'est pas la première étape qui vient là, dans ce processus-là non, psychologique. Mais t'as mais des médicaments qui peuvent arrêter les règles, t'as plein d'affaires comme ça. Fait que c'est sûr que si t'es pas renseigné au niveau des effets secondaires de certaines choses ou que justement tu vis un stress tellement important puis tu veux tellement avoir un enfant, ben ton corps, il peut réagir. Après, si t'es rendu à un point où tu manques, tu vas voir le médecin, il y a un autre niveau là, psychologique. Là, mais exactement. Je comprends quand même. C'est pour ça que la psychiatrie est souvent appelée en renfort. Oui. C'est un peu la même chose pour la grossesse par compassion, où là où la partenaire de la femme enceinte va ressentir des symptômes de grossesse comme prendre du poids, avoir des fringales, même des nausées, sans pour autant être enceinte. La grossesse par compassion peut être due à une réaction hormonale comme une baisse de testostérone ou une augmentation du stress à l'idée de devenir parent, surtout pour la première fois. Une volonté du parent aussi qui ne porte pas l'enfant de s'impliquer entièrement dans la grossesse, ou même par envie de toute l'attention portée à la future mère, par jalousie de leur capacité à porter un enfant ou par peur de perdre leur place une fois que le bébé sera né. Qu'ils se disent comme, ben là, le bébé va avoir toute l'attention, moi j'en ai pas, fait que... Le cerveau, c'est fort quand même. Vraiment. À l'opposé, lors d'un déni de grossesse, une femme est enceinte d'au moins 14 semaines, mais n'en a aucunement conscience. Puis c'est aussi un déni collectif dans le sens où personne ne pense non plus qu'elle est enceinte, tu sais. Puis souvent, ce qui est plate avec ça, c'est que ça vient avec un sentiment de culpabilité parce que la femme se remémore son mode de vie, tu sais, elle sait qu'elle a bu de l'alcool à tant de reprises ou bon, des choses comme ça que si elle avait su qu'elle est enceinte, probablement qu'elle aurait plus fait attention. Souvent, elle prend même un contraceptif comme la pilule et continue d'avoir ses règles, donc elle n'a pas le réflexe de faire un test de grossesse, évidemment. Comment c'est possible? Ben, c'est aussi d'ordre psychique. On remarque souvent un déni de grossesse chez les femmes qui sont pas sûres de vouloir des enfants, qui ont peur d'enfanter, qui ont un rapport conflictuel avec leur corps ou la sexualité, qui ont vécu des traumatismes comme une agression sexuelle ou des abus, qui croient qu'elles sont stériles, qui vivent dans un contexte familial difficile et enclin aux abus, qui ont subi une fausse couche ou un avortement, etc. Donc, le cerveau camoufle la grossesse pour protéger la mère d'un éventuel traumatisme supplémentaire, là, grosso modo. Mais mettons que c'est un déni de grossesse total, fait que là, ça veut dire que la femme, elle apprend qu'elle est enceinte au moment de l'accouchement, versus un déni de grossesse partielle où elle est encore puis qu'elle sait en gestation. Milieu, C'est ça. Normalement, le bébé, il a un certain poids, là, on s'entend à ce stade-là, ce qui fait que c'est quand même difficile de le cacher. Ouais, ben je veux dire, la personne peut juste penser qu'elle a pris du poids de façon générale, là, tu sais, dépendamment comment elle fait ta bédaine. Mais ça reste que, tu sais, mettons un bébé, je sais pas c'est quoi le poids moyen d'un bébé naissant, là, mais disons que c'est 2 kilos, là. En tout cas, je vais t'expliquer, là. Ouais, je comprends pas. Dans une grossesse dite classique, le bébé, il est recroquevillé sur lui-même dans le ventre de la mère. La tête est collée sur les genoux, tu sais, il est comme en position groupée, là, je pense qu'on appelait ça au primaire. Dans un déni de grossesse, le bébé, il est plutôt allongé le long de l'abdomen et de la colonne. Les muscles de la femme sont tendus, puis les intestins, ils se rangent vers le haut, ce qui fait que le bébé, il va comme se cacher dans les côtes. Fait que ça paraît pas beaucoup. Il y a des femmes qui ont un ventre super plat, qui sont, tu sais, plus minces que moi actuellement, puis qui sont enceintes de 9 mois. C'est comment que le bébé, c'est comment le bébé peut positionner, là. C'est ça.
Et là, loin de moi, l'envie de faire peur à nos auditrices pour terminer, mais quand on est sous pilule, ce sont des fausses règles qu'on a. Donc, c'est tout à fait possible d'être enceinte sous contraception et d'avoir ces règles. Je suis pas gynécologue, là, évidemment, mais simplement dire que l'absence de règles n'est pas le seul signe de grossesse, tout comme la présence de règles n'est pas une certitude qu'on n'est pas enceinte. Donc, c'est juste un petit warning, j'imagine, là, ou en tout cas... Moi, je pense que t'en as fait par une couple, là, pareil. C'est ça, exactement. Je voulais pas. Mais voilà ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses sur les réactions de votre corps. C'est un épisode très chargé, là. Effectivement. On a appris vraiment beaucoup de choses dans les deux parties. Donc, long épisode, aussi même, je pense, en durée. Là. Vraiment. Donc, merci d'avoir été parmi nous. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous voulez rester avec nous et en écouter d'autres parce qu'on a d'autres épisodes qui sortent chaque 2 semaines. Donc, suivez-nous sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, peu importe la plateforme, YouTube et aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, où on publie soit des reminders quand nos épisodes sortent, mais aussi des petites obsessions. Des mini-obsessions. Nos mini-obsessions, des vidéos de 1 minute environ, principalement sur TikTok, mais aussi qu'on met maintenant là, sur les autres plateformes. Donc, suivez-nous pour plus de contenu. Puis aussi, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes. Je pense que j'ai fait le tour quand même. Ouais, sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Salut! Bye!